Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Euh, non, on attend un petit peu, 1 ou 2 minutes que les retardataires se connectent et après on attaquera le webinaire. On est déjà à 72 présents, ça devrait monter Mm, encore un petit peu. mm. Il y avait 180 inscriptions, c'est ça, participants qui se sont inscrits. Oui, allez, à 80 on démarre. Mm. Bon, C'est dé- c'est déjà allez, le ça cas. y est. Bon. Mais donc bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être connectés pour assister à ce webinaire qui sera animé par Sarah et Thomas concernant la dématérialisation des registres légaux. Moi, je représente l'ordre et je tenais vraiment à vous remercier d'être partenaire de la région Occitanie et de nous faire cette démonstration sur ce nouvel outil qui, à mon avis, en séduira plus d'un. Donc, si vous avez des questions en cours de webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour certaines questions, vous aurez une réponse immédiate, et puis pour des questions qui demandent un peu plus une réponse un peu plus longue, Thomas et Sarah y répondront à la fin de l'intervention qui va durer à peu près 1 heure. Voilà. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire, et donc je passe la parole à Thomas et Sarah d'Axiocap pour ce webinaire sur la dématérialisation des registres légaux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nathalie. Merci à tous d'être présents. Effectivement, nous allons aborder aujourd'hui avec Sarah le sujet de la dématérialisation des registres légaux. Alors principalement, ce sera les registres de titres, mais aussi les registres d'assemblée générale. Ce sont les plus communs, disons. Pour vous faire une petite histoire avant d'entamer le sommaire de la présentation, pour faire un petit rappel, Axiocap en fait est un service officiel d'infogreffe. Donc nous avions une connexion au départ avec Infogreffe et finalement Infogreffe est rentré au capital de la société. Voilà, donc nous sommes le service officiel d'Infogreffe, des greffiers des tribunaux de commerce. Alors, nous allons organiser la présentation en plusieurs points. Notamment, on va vous présenter dans un premier temps, Sarah vous présentera les différents avantages de la démat des registres. On vous présentera aussi les différents décrets qui autorisent la dématérialisation de ces registres-là. Sarah vous fera aussi une petite présentation du fonctionnement. Donc là, on vous partagera notre écran et on vous présentera la solution en elle-même. Donc ce sera très rapide, mais ça vous donnera au moins une idée concrètement de comment on peut avoir un registre dématérialisé, puisque j'imagine que vous avez en tête les gros bouquins noirs papier. Et donc là, ce ne sera plus le cas. Vous aurez tout qui sera numérisé et dématérialisé. Ensuite, j'enchaînerai effectivement sur à qui est destinée cette solution. Grand cabinet, petit cabinet. Donc vous verrez que vraiment cette solution est destinée à tout le monde. On répondra à des questions qui reviennent très souvent, notamment sur que fait-on en cas de si le client part, est-ce qu'il y a une reversibilité des données, pardon, que fait-on au niveau de la reprise d'historique, etc. On parlera du coût et comment vous pouvez aussi le refacturer auprès de vos clients. Et à la fin, on laissera un temps donc de questions-réponses. Donc vous pouvez écrire vos questions et donc les réponses, ce sera à nous, pas à vous de les écrire. Donc vous pouvez écrire vos questions directement sur l'onglet questions et non pas sur l'onglet chat. Et comme ça, voilà, on pourra y répondre à la fin de la présentation. Sarah, je te laisse la main pour Merci continuer. Thomas. Merci Thomas. Et rebonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va commencer ensemble avec les avantages de la dématérialisation. Donc, vous les voyez s'afficher. On va les développer ensemble. Alors, ce que nos clients apprécient beaucoup avec la dématérialisation des registres, c'est tout d'abord la simplicité. Si je prends l'exemple du registre d'AG, j'imagine que le PV à mettre dans le bon sens, l'imprimante qui se bloque au moment de vouloir mettre à jour le registre, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, tenir les registres papier, c'était quelque chose d'assez chronophage, très archaïque. C'était généralement quelque chose qu'on n'aimait pas vraiment faire. Donc, désormais, en démat, on a la possibilité d'exporter son registre en un clic.
Il n'y a plus de travail de scan, il n'y a plus de travail d'impression. Cette simplicité, d'ailleurs, c'est aussi ce qui va permettre de mettre à jour le registre de manière régulière. Puisque c'est vrai que quand on était sur le papier, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait tendance à mettre le registre lorsqu'on nous le demandait, quand le client avait une session, quand il y avait un contrôle. Donc là, désormais, les registres sont tenus de manière régulière puisque vous avez juste à télécharger le procès-verbal sur la plateforme et à y ajouter le mouvement de titre. Autre avantage également, la sécurité. On le voit, hein, les registres se perdent beaucoup en cabinet ou entre confrères. Il peut également arriver qu'il y ait des dégâts des eaux, des incendies. Donc les centraliser sur une plateforme sécurisée, ça va vous permettre déjà, en termes de recherche, d'information, de pouvoir venir récupérer un procès-verbal, une feuille de présence, un mouvement de manière beaucoup plus simple que quand on le faisait sur le papier. Et puis ça vous permettra aussi d'avoir des historiques des sociétés qui sont fiables et qui sont complets. Là où avant, quand on était sur le papier, souvent, on ne pouvait pas reconstituer l'historique parce qu'il manquait des PV, parce qu'il manquait des mouvements. Donc, c'est vrai que c'était pas très fiable. On a pu le voir, nous, de notre côté, au niveau des clients. Donc, c'est vrai que voilà, pour les revoir beaucoup sur des événements, sur des salons, ce qu'ils nous disent désormais, c'est que les registres sont complets. Autre avantage également de la dématérialisation, c'est le gain de temps. Alors, la mise à jour des registres, c'est une tâche à faible valeur ajoutée qui prend beaucoup de temps quand c'était fait sur du papier. Désormais, comme je le disais, vous avez juste à télécharger le PV sur la plateforme et à ajouter un mouvement de titre. Donc, on va le voir ensemble tout à l'heure au moment de vous présenter la solution. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer les process internes. C'est vraiment que vous gagnez du temps et que vous ne passiez plus la mise à jour du registre à côté de l'imprimante et du scan. La dématérialisation vous permet également de gagner de la place, puisque Thomas en parlait tout à l'heure, les gros classeurs noirs en cabinet prennent beaucoup de place. Donc l'idée, c'est vraiment de ne plus avoir de papier et de tout tenir sur une plateforme sécurisée. On est également sur une plateforme collaborative, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, de venir inviter autant de personnes que vous en avez besoin sur la plateforme. Je pense notamment aux clients. On va pouvoir venir inviter sur sa société pour qu'il puisse éventuellement venir télécharger et exporter les registres. Après, tout se paramètre au niveau des droits que l'on souhaite conférer à la personne que l'on va inviter sur la plateforme. On va également pouvoir inviter, bien sûr, les collaborateurs, mais aussi des personnes externes comme un notaire qui aurait besoin de passer une écriture, comme également un avocat qui aurait aussi besoin éventuellement de passer une écriture sur le registre. Donc, de manière plus générale, au niveau des avantages de la dématérialisation et de ce qu'apprécient nos clients, c'est vraiment l'amélioration du process métier. Après, au niveau des plus de la solution AxioCap, comme le disait Thomas en amont, c'est la solution des greffiers, ce qui vous apporte un côté institutionnel et ce qui vous assure la pérennité de la solution dans le temps. Il n'y aura aucun rachat et donc aucune évaporation des données à l'étranger. Ça, je sais que c'est important pour nos clients mandataires. Tous nos données sont sécurisées et souveraines. Tout est stocké donc dans des clouds qui sont français. Enfin, vous pouvez exporter aussi des cabis sur la plateforme, moyennant l'achat de crédits en amont qui sont proposés à prix coûtant. Donc, c'est le petit plus aussi. Ça permet de venir avoir son cabis en toute fluidité. On va passer désormais à la réglementation. On va commencer par le registre des mouvements de titres et vous le voyez, c'est le décret du 24 décembre 2018 qui est venu autoriser la dématérialisation du registre des mouvements de titres. En fait, ce décret vient permettre l'inscription des titres en blockchain et il vient nous dire que pour que le registre des mouvements de titres démat ait la même valeur juridique que le registre papier, le mouvement doit être ancré en blockchain. Alors, pour faire un peu plus simple, cet ancrage en blockchain, c'est vraiment assimilé à une inscription en compte-titre d'un point de vue juridique. C'est vraiment comme quand vous étiez sur le papier et que vous veniez passer le mouvement du crayon à papier au stylo bic. C'est vraiment la même chose ici en fait. Je vais avoir sur la plateforme le mouvement de titre et pour lui donner une valeur définitive, je vais venir l'ancrer en blockchain. Donc on y reviendra également aussi, on pourra le voir par la suite. Concernant le registre d'AG maintenant, c'est le décret du 31 octobre 2019 qui est venu permettre la dématérialisation de tout ce qui est registre des délibérations, des décisions et de présence.
Ce décret vient également nous dire que les procès-verbaux doivent être signés à travers une signature électronique avancée répondant au règlement eIDAS. Donc, je vais faire un petit point juste sur la signature électronique parce que je sais que parfois, il peut y avoir des petites confusions. Donc, ce que nous demande le décret, c'est un niveau avancé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une authentification de la personne qui va venir signer le document. Et peu importe ce moyen d'authentification, hein. C'est-à-dire que chacun des prestataires, vous avez peut-être JeSign-Expert, YouSign, DocuSign, chacun de ces prestataires va choisir son moyen d'authentification. Un code qu'on va recevoir par SMS, un code qu'on va recevoir par mail. Ça peut être également un système d'authentification qui se ferait par le biais de données biométriques. Donc, peu importe, mais il faut pouvoir authentifier la personne qui signe. Et en fait, ce niveau avancé, on a tendance à le confondre avec le niveau qualifié. Donc, le niveau qualifié, là, c'est un niveau au-dessus qui demande une authentification par le biais d'un passeport, d'une pièce d'identité. Donc, ce n'est pas ce que demande le décret, hein, ou alors ce serait voilà, un plus, mais ce que demande le décret, c'est à minima de la signature électronique avancée. Donc, vous avez plusieurs prestataires sur le marché. Généralement, les clients sont déjà équipés, donc souvent JeSign-Expert qui est la signature de l'ordre, mais aussi, voilà, ça peut être YouSign, ça peut être DocuSign, UniverSign, tout est compatible, hein, de toute façon, le tout, c'est qu'on soit sur ce niveau de signature. Il y a aussi une petite spécificité qui peut être intéressant de connaître concernant la SAS. Vous pouvez modifier les statuts de la SAS et prévoir un autre type de signature. C'est ce que vient nous dire ce décret. Il impose une signature électronique avancée, sauf pour la SAS s'il est prévu autre chose dans les statuts. Donc ça peut être voilà, effectivement une bonne chose à savoir si jamais on veut utiliser un autre type de signature, mais c'est vrai que la signature électronique avancée, elle s'est beaucoup démocratisée pendant le Covid et des retours qu'on a, ça permet quand même voilà, de fluidifier aussi les échanges avec le client et d'avoir la signature de manière plus rapide aussi. Concernant les anciens procès-verbaux qui auraient été signés de manière manuscrite, on y reviendra un tout petit peu plus tard au niveau de la présentation. C'est Thomas qui abordera ça au niveau de la reprise d'historique. Mais bien sûr, en tout cas, la reprise d'historique est possible. Alors, on va passer désormais au fonctionnement de la dématérialisation. Donc, vous le verrez, c'est très flexible, hein, c'est beaucoup plus simple que quand on était sur le papier. Donc, je vous montre ça de suite. Alors, Thomas, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien le portefeuille de société? Oui, c'est bon. Parfait. Donc ici, on va venir mettre à jour notre société SAS La Bonne Table. On va venir y ajouter les procès-verbaux ainsi que les mouvements de titre. Donc je clique sur ma société et puis je vais aller dans mon onglet Documents pour venir alimenter mon dossier registre des assemblées générales. Mais ça peut être aussi le registre de présence, le registre du conseil d'administration, de surveillance, hein, voilà, peu importe. Ici, je viens cliquer sur mon dossier registre d'AG et je vais venir y ajouter un nouveau dossier, comme ceci. Donc ici, une fois que j'ai cliqué sur ajouter un dossier, je vais venir renseigner le nom et la date. Ces deux éléments sont très importants puisque c'est ce que je vais retrouver par la suite dans mon registre. Tout va se ranger de manière chronologique en fonction de la date de délibération. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir reprendre l'historique et éventuellement vous remettre à jour s'il y a certains PV qui n'ont pas encore été couchés sur les registres papier. Une fois que vous avez renseigné la date de délibération et le nom, on va pouvoir entrer à l'intérieur et venir y télécharger le procès-verbal comme ceci. Donc vous le faites juste glisser. Une fois qu'on a téléchargé le procès-verbal, on va pouvoir venir exporter notre registre d'AG qui remplace totalement le registre papier, coté et paraphé. Donc s'il y a un contrôle, s'il y a une session, si un associé demande un registre, voilà, peu importe, c'est ce document-là que l'on va venir transmettre et c'est ce document-là hein, qui est opposable juridiquement. Donc si jamais on a besoin d'un registre, on vient ici le télécharger comme ceci. Donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus simple en termes de transmission. Hein. Avant, on devait faire des scans et puis transmettre, donc c'était pas très pratique. Ici, on a juste besoin de l'exporter et puis on le transmet. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le tampon en haut à droite, le sommaire ici qui vient reprendre les procès-verbaux, ma validité de preuve qui vient me garantir l'unicité du registre et puis tous les PV listés les uns à la suite des autres, avec la pagination ici du registre. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il n'y a pas de limite, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter autant de procès-verbaux que vous le souhaitez, alors que sur le papier, quand on avait certaines sociétés qui avaient beaucoup de PV, eh ben, il fallait venir racheter
un second registre papier pour le compléter. Donc là, il n'y a pas de limite au niveau du stockage. On peut ajouter autant de procès-verbaux qu'on le souhaite sur la plateforme. Donc c'est vraiment très simple et très intuitif. Ici, au niveau du téléchargement des procès-verbaux, pour le module titre, c'est la même chose. On va pouvoir venir exporter son registre des mouvements de titre, mais en amont, on va venir créer notre catégorie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des actions, est-ce qu'on a des obligations, peu importe, hein, la plateforme prend en charge toutes les catégories de titres. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir ajouter les mouvements. Là aussi, comme sur le papier, on va pouvoir faire tous les mouvements de titres que l'on faisait, c'est-à-dire tout ce qui va être cession, transfert, nantissement, donation, des transformations de société, des souscriptions. Pour les nantissements, pour les démembrements, on peut créer des comptes bis. Donc vraiment comme quand on était sur le papier ici, sauf que c'est plus simple puisque vous allez venir renseigner le titulaire, le bénéficiaire. Vous allez renseigner ici la date d'exécution. Donc ça, c'est très important. C'est la date à laquelle le mouvement de titre a été passé. C'est pour ça, là aussi, que vous pouvez bien sûr venir reprendre l'historique pour avoir vraiment une vision de l'actionnariat complète sur la plateforme. Une fois que vous avez renseigné ces éléments, est-ce que vous souhaitez transférer l'usufruit, la nue-propriété, la pleine propriété, le type de mouvement dont il s'agit, le prix de cession, on va venir enregistrer les éléments. Et le mouvement va se présenter comme ceci, avec un cadenas rouge. C'est un peu comme s'il était au crayon à papier sur le registre papier. Pour l'ancrer en blockchain, je viens cliquer sur le mouvement et puis je viens ancrer ici. La date d'ancrage n'a aucune importance, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ancrer quand vous le souhaitez. Hein. On n'est pas obligé d'ajouter le mouvement sur la plateforme et de l'ancrer immédiatement après. D'ailleurs, au niveau des process, souvent on va ajouter le mouvement sur la plateforme et une fois qu'on a l'ordre de mouvement signé par le titulaire, le bénéficiaire, là on peut venir éventuellement ancrer le mouvement. Ce qui est intéressant au niveau de ce module titre, c'est que vous ajoutez un mouvement sur la plateforme et ça va venir alimenter toute une panoplie de documents. Donc bien sûr, le registre des mouvements de titre, mais aussi les ordres de mouvement, les CERFA, les comptes d'actionnaires, la table de capitalisation, l'organigramme et les certificats de mouvement de titre. Donc là, on va venir exporter ensemble le registre des mouvements de titre pour vous montrer un peu comment ça se présente en démat. Vous allez voir, c'est beaucoup plus propre que sur le papier. Hein. C'est vrai que souvent sur le papier, il y avait pas mal de zones d'ombre, il y avait pas mal d'incohérences. C'était parfois compliqué de venir déchiffrer l'écriture de l'ancien confrère. Voilà, parfois, on pouvait mettre du blanco, réécrire 3 fois par-dessus. Donc c'est vrai que ça donnait quelque chose de pas très lisible et on n'était pas sûr non plus de la fiabilité. Donc là, vous le voyez, c'est beaucoup plus propre et on y retrouve les mêmes informations que sur un registre papier. Donc la date, la nature du mouvement, le type de titre, au débit, au crédit et éventuellement la colonne observation, hein, comme sur le registre papier, qui vous permet de venir voilà, préciser les détails du mouvement de titre en question. Donc pareil, si jamais vous avez un contrôle, si une banque demande le registre, s'il y a un conflit entre associés, peu importe, on vient ici le télécharger et puis on va pouvoir le transmettre. Sur ce registre des mouvements de titres, vous avez ici les articles du Code monétaire et financier. Ce sont ceux qui sont repris dans le décret de 2018 et qui viennent donc nous dire ce qu'on vient de voir juste avant. Donc dès lors qu'un mouvement est enregistré dans un DIP, un dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est-à-dire la blockchain, eh bien, le mouvement est valable juridiquement, le transfert de propriété est légalement acté. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de respecter cette condition de blockchain. Et vous avez juste de toute façon à ajouter le mouvement sur la plateforme et puis à cliquer sur « Ancrer » pour que le transfert de propriété soit légalement acté. Donc au niveau des documents, on a vu ici le registre des mouvements de titres. Et puis comme je vous le disais, on va avoir ici les comptes d'actionnaires dans le nom des personnes. On va avoir les ordres de mouvement, les CERFA, la table de capi, les organigrammes. Donc ça permet vraiment de ne plus avoir à faire tout ça à la main. Et de ce que nous disent aussi beaucoup les clients, souvent, il y avait beaucoup d'erreurs de saisie. Donc c'est vrai que de l'automatiser aussi, ça permet notamment au niveau des EDM et des CERFA, en plus de gagner du temps, d'éviter justement tout ce qui peut être erreur de saisie. Donc voilà pour la petite démonstration de la plateforme. Je vais peut-être te redonner la main, Thomas, pour que tu puisses poursuivre. Oui, merci beaucoup. Juste avant de passer à la slide suivante, j'aimerais quand même insister sur la flexibilité de ce module, de ce registre dématérialisé, notamment sur le registre des assemblées générales. C'est souvent un frein au passage en démat.
on a peur de perdre en flexibilité. On sait qu'on avait une certaine flexibilité en papier. Et là, vraiment, ce décret de 2019 concernant les registres d'assemblée générale n'impose pas la blockchain. Et donc, techniquement parlant, vous aurez la possibilité, par exemple, si un client vous amène un PV rédigé en 2015 par son notaire, par exemple, bien, ça a dû arriver à certains d'entre vous, eh bien, en fait, vous aurez la possibilité de l'insérer dans le registre dématérialisé à la bonne date, donc à 2015. Et donc, c'est là où c'est quand même très intéressant. Ce décret de 2019 permet d'avoir au minimum la même flexibilité, voire une plus grande flexibilité. Ça change un petit peu la donne quand même au niveau de cette gestion-là. Voilà. Vous restez responsable du contenu et en fait, nous, AxioCap se porte garant du contenant et de toutes les normes auxquelles il faut répondre pour qu'il ait une réelle valeur juridique. Je vais partager donc mon écran. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Participant. Hop. Hop. Voilà, merci. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran, je vais me mettre en grand écran. Voilà, super. Ah, par contre, je suis au tout début, excusez-moi. Donc, on en est ici. À qui est destiné? Donc, on vous a présenté le fonctionnement un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur l'onglet questions, si vous avez des questions sur les différents registres, sur le fonctionnement. On y répondra soit par écrit, soit à l'oral à la fin de la présentation. Là, grâce à cette slide, j'aimerais en fait vous montrer que nous avons des offres qui sont vraiment destinées à tous les cabinets. Que vous soyez un très grand cabinet, comme ceux qu'on peut voir affichés notamment ici, parmi tant d'autres, hein, mais aussi cette solution est destinée aux plus petits cabinets, notamment aux cabinets qui se lancent, etc. On sait adapter notre offre en fonction de la taille de votre cabinet. Donc vous verrez hein, comment est facturée la solution, on en parlera juste après. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 58 000 entreprises sur la solution. D'ailleurs, ce chiffre n'est pas tout à fait correct. On est à plus de 65 000 aujourd'hui sociétés sur la solution. Donc en fait, on a trois principales catégories d'utilisateurs. Disons, on a les directions juridiques, donc on a pas mal de sociétés du CAC 40 notamment. On a aussi les cabinets d'avocats et surtout les cabinets d'expertise comptable. Donc voilà pour les trois principales catégories d'utilisateurs. Donc à qui est destinée cette solution. Ici, il y a des points importants. Donc en fait, on a plusieurs questions qui reviennent très souvent, pour pas dire tout le temps. C'est de savoir que se passe-t-il en fait si le client décide de partir de chez vous. Donc vous avez tenu un registre dématérialisé sur la solution AxioCap et votre client décide de partir. Donc là, plusieurs cas de figure. Soit le client donc, décide de partir de votre cabinet et va chez un confrère qui, lui, a déjà la solution AxioCap. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus rapide, entre guillemets. Avec nous, avec les autorisations nécessaires, on a la possibilité de transférer la responsabilité du compte vers un autre compte, tout simplement. Donc, en fait, voilà, la société est envoyée au compte de l'autre expert comptable qui a la solution AxioCap. Si jamais le client souhaite partir de votre cabinet, bon, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver, et qui va chez un confrère qui n'a pas la solution AxioCap. Dans ce cas-là, nous avons une clause de reversibilité des données, c'est-à-dire qu'on a, il me semble, une vingtaine de jours ouvrés pour vous restituer toutes vos données avec une réelle valeur juridique, et ensuite, pour restituer au client, pardon, et libre à lui, donc tout sera sous un format numérique, et libre à lui d'aller soit chez un autre prestataire, soit de continuer à tenir son registre en papier s'il le souhaite. Donc c'est assez paradoxal, ça ne nous a encore jamais arrivé, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui est possible. Ça peut aussi rassurer le client final. Une autre question qui revient assez souvent, peut-on reprendre l'historique? Quand est-ce que l'on peut, à partir de quel moment on peut commencer le registre des maths? Est-ce qu'on est obligé de tout reprendre en démat? Alors non, vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. C'est vraiment vous qui décidez à quel moment vous souhaitez passer en démat. Ça, c'est important. Donc, si vous souhaitez passer en démat à partir d'aujourd'hui, eh bien, cela implique que le registre papier soit à jour jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et ensuite, vous continuez à mettre à jour en démat le registre sur la solution. Très souvent, pour la majeure partie des cabinets,
le registre papier a du retard. C'est un fait, plus de 99%, pour pas dire 100% des cabinets ne sont pas à jour. Si c'est le cas pour vous, bravo, parce que c'est assez rare. Dans ce cas-là, c'est toujours plus simple de mettre à jour le registre directement dématérialisé plutôt que de le mettre à jour en papier. Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez un registre qui a été mis à jour jusqu'à 2020, par exemple, donc on a 3-4 ans de retard. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait arrêter de mettre à jour en papier le registre jusqu'à 2020 et à partir de 2020, commencer le registre dématérialisé. D'accord? Donc tout simplement, si vous avez des PV qui ont été signés 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, eh bien ces PV-là, vous pouvez les scanner et les insérer dans le registre dématérialisé. D'accord? En contrepartie, pour tout ce qui est des PV signés à la main, eh bien, vous devez conserver l'original. L'original reste le papier s'il a été signé à la main. Comme vous le disait Sarah tout à l'heure, si vous signez le PV en électronique avancée, il sera considéré comme étant nativement dématérialisé, auquel cas l'original sera le PV dématérialisé. D'accord? Donc c'est un petit peu la contrepartie de faire signer à la main, c'est que vous devez conserver les PV originaux. Donc vous pouvez vous retrouver avec un registre papier qui s'arrête à 2020. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une petite mention sur le registre papier. À partir de 2020, vous êtes en démat, avec notamment pour une partie des PV qui ont été scannés, donc insérés dans le registre dématérialisé, et d'autres PV qui ont été signés en électronique. On vous conseille quand même de signer un maximum de PV en électronique, ça vous évite de conserver le papier, et c'est quand même beaucoup plus fluide en termes de gestion. Voilà pour ces questions qui reviennent assez souvent. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres points importants. A priori, c'est bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie facturation. Pour ce qui est de la facturation aux autres, donc à vos clients finaux, très souvent, ce qui est fait, c'est que le coût est inclus dans un package juridique annuel. Voilà. Donc, si vous avez mis en place un package juridique annuel, vous pouvez donc augmenter un petit peu ce package et l'inclure dans ce package juridique. D'autres cabinets décident de le facturer mensuellement. Vous voyez, par exemple, à 10 € par mois ou un peu plus, ce qui permet de vous forcément rentabiliser le coût de la solution, mais aussi de facturer le temps que vous y passerez, sachant que ça devient beaucoup plus simple de mettre à jour les registres. Et ça vous permet aussi d'avoir un nouveau service à proposer. C'est un service récent, c'est une nouvelle technologie, on a la technologie de la blockchain, donc c'est quand même quelque chose, un service qui va pouvoir mettre en avant les nouveaux services du cabinet, et donc ça peut aussi vous démarquer par rapport à d'autres cabinets. C'est aussi très important. Au niveau de la facturation de la solution pour votre cabinet, nous, on va fonctionner par rapport au nombre de sociétés que vous aurez sur la solution. Donc, on a différents produits, le produit des titres et le produit des registres de décision et de délibération. Donc, le coût sera par société, par produit et par an. D'accord? Donc, plus vous aurez, en fait, on a des offres vraiment différentes en fonction du nombre de sociétés que vous aurez. Donc, ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir une estimation gratuite pour effectivement votre cabinet, les besoins de votre cabinet, n'hésitez pas à nous faire une demande. On va vous laisser nos mails, notre contact sur le chat ou à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous faire une demande et on pourra vous faire une estimation, un devis gratuit pour votre cabinet. Comme ça vous donnera une idée du coût. Je peux déjà vous donner une idée si par exemple vous avez ne serait-ce qu'une cinquantaine de sociétés par exemple, eh bien ça vous coûtera à peu près 20 € par société, par produit et par an. Voilà, ça vous donne déjà une idée. Et puis si vous souhaitez un tarif précis, n'hésitez pas à nous faire la demande. Très important, nous avons pour ce webinaire, donc toutes les personnes qui auront été présentes à ce webinaire, vous avez de la chance. On a une offre assez intéressante jusqu'à la fin du mois. Alors, pas tout à fait la fin du mois, c'est le vendredi 22 mars, très important. Donc, vous avez 15% de réduction sur la globalité de la proposition et vous avez également une formation offerte. Donc ça, c'est très important. Cette formation, elle est primordiale. Donc, ça dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Et pendant cette formation, on va vous aider bien sûr à créer vos premiers registres, mais surtout, on va vous aider à importer toutes vos sociétés.
on a mis en place un système d'import automatique des sociétés. Donc, simplement avec le SIREN de vos sociétés clientes, on a la possibilité de renseigner automatiquement tout ce qui est code APE, dénomination sociale, adresse, etc. Donc, au niveau de la mise en place, c'est vraiment très rapide. En quelques minutes, en quelques heures maximum, la solution est prête à être utilisée et donc vous êtes prêt à dématérialiser les registres de vos clients. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des différents points. Je vous propose de passer aux questions. Donc, vous avez ici, vous voyez nos mails. Sarah, donc c'est zamit, pardon, .sarah@axiocap.com et thomas.nicoulé@axiocap.com. Vous avez aussi donc notre site internet via lequel vous pouvez faire une demande. Alors, si jamais vous faites la demande via le site internet, n'hésitez pas à bien nous faire part que vous étiez présent lors de ce webinaire. Comme ça, on pourra vous faire la formation. Parce que si vous faites une demande sans nous préciser que vous étiez à ce webinaire, nous n'aurons pas la possibilité de vous faire la remise promotionnelle. Et juste très rapidement, avant de passer aux questions concernant la refacturation, voilà, c'est vrai que c'est du juridique, donc généralement ça se refacture plutôt bien. Et il ne faut pas oublier que la tenue des registres, c'est une obligation légale. Donc, quand le client a besoin de son registre, quand il cède sa société, c'est vrai que souvent, il se tourne vers l'expert comptable pour lui demander le registre. Donc c'est vraiment important cette tenue des registres et c'est vraiment important d'avoir l'historique des sociétés. Nous, on a déjà vu des sessions qui n'ont jamais pu se faire parce qu'il n'y avait pas de registre. Donc c'est vrai que l'acquéreur s'enregistre des mouvements de titres, s'enregistre d'AG ou avec seulement une partie peut prendre peur. Donc c'est vraiment important cette tenue des registres, c'est vraiment important que ce soit à jour et qu'on puisse les restituer au client quand il le demande ou quand il y a un contrôle ou quand il cède sa société. Donc c'est vrai que c'est pour cette raison que généralement les clients refacturent plutôt bien à leurs clients. Merci Sarah pour ces précisions. C'est vrai que quand c'est au client lui-même de faire ses registres, très souvent ils ne le font pas. Donc il se retourne soit vers son avocat qui lui facture une fortune, soit il peut se retourner vers son expert comptable. Et grâce à cette solution, voilà, ça devient vraiment très simple de tenir à jour en permanence les registres de vos clients finaux. Je vous propose de passer aux questions. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? Je ne sais pas si Victor nous a mis des... Alors, je vais regarder ça. Donc, il y a pas mal de questions. Alors, oui, donc je vois que Victor a quand même déjà bien répondu. Peut-être pour reprendre, je ne sais pas si tout le monde a accès au chat et si vous voyez tous les réponses de Victor, mais pour reprendre peut-être voilà quelques questions qui ont été posées, qui sont assez importantes, auxquelles Victor a répondu, notamment concernant l'ajout de PV signés à la main sur la plateforme. Donc bien sûr, vous pouvez ajouter des PV signés de manière manuscrite sur la plateforme. La seule chose, c'est qu'il vous faut de votre côté conserver l'original. Si jamais il y a un conflit entre associés, un document signé de manière manuscrite qui a été scanné sur le terrain de la preuve, ça ne vaut rien. Donc c'est juste ça, voilà, vous ajoutez le document sur la plateforme, mais vous conservez bien l'original. Donc ça, c'est une question en fait qui se pose surtout pour les anciens PV, notamment s'il y a des sociétés qui sont assez anciennes. Pour les futurs PV, normalement, les clients font signer de manière électronique. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'ajouter ces PV signés de manière manuscrite si jamais vous souhaitez commencer à partir d'une certaine date. Après, c'est sûr que ce sera plus confortable. Si on peut le faire, c'est mieux effectivement de commencer depuis la création de la société, ce sera plus confortable, vous aurez vraiment l'historique sur la plateforme, vous aurez vraiment tous les PV, tous les mouvements, donc en termes de recherche d'informations, ce sera beaucoup plus simple, mais aucune obligation. Si vous souhaitez commencer à partir d'une certaine date, bien sûr, c'est possible. Généralement, les clients reprennent soit depuis la création, soit ils se fixent une date en fait pour que ce soit uniforme pour tous les dossiers. Comme ça, si vous cherchez un PV qui est antérieur à 2020, par exemple, vous savez qu'il est au format papier. Si c'est postérieur à 2020, vous savez qu'il est sur la plateforme.
Alors, est-ce qu'on a Merci, d'autres? Sarah. Je vois que là, tu as répondu c'est à qui que tu as répondu? Alors Ah, je là, vois, j'ai il y en a répondu une. Véronique Loubière-Tabardel. C'était à quelle heure? Je C'était vois à là 11h. Ok. Alors moi j'ai une autre question. Bonjour. Est-ce qu'on ne risque pas d'être embêté en cas de contrôle au cas où le PV aurait été copié en retard, alors qu'on n'aurait pas le souci dans le cadre d'une mise à jour tardive du registre papier? Alors non, effectivement, hein, l'avantage du décret de 2019, c'est que si vous scannez un PV qui aurait été fait en amont, vous le scannez avec la date de la signature que vous avez écrite en papier et vous l'insérez dans le registre dématérialisé. Mais il vous faut conserver l'original dans ce cas-là. Là où ça pourrait porter à discussion, c'est si vous faites signer en électronique avancée un PV qui date d'une date antérieure, par exemple 2016, 2017, peu importe, vous aurez un eurodatage sur la signature électronique. Donc là, ça peut porter à discussion en cas de contrôle. Voilà. C'est pour ça que si vous insérez des PV antérieurs, on vous conseille de le faire en scan et pour la suite, de faire un maximum de PV en signature électronique. Pouvez-vous remettre la slide du mail? Ok, normalement, vous l'avez ici. On va vous le mettre aussi dans peut-être dans le chat, on va remettre les mails si vous avez accès au chat. Victor, je ne sais pas si tu peux copier, tu peux mettre aussi ton mail et le nôtre. Je vais prendre le relais sur la prochaine question. On conserve le PV original et on peut le mettre sur le registre dématérialisé, donc nous ne sommes plus obligés de le mettre dans le registre papier. Donc oui, exactement. Si vous ajoutez le PV sur la plateforme, qu'il est signé de manière manuscrite, vous le conservez sans l'ajouter sur le registre papier. Enfin, c'est au choix. Si vous voulez l'ajouter, vous pouvez, mais aucune obligation, effectivement, puisque le registre, désormais, ce sera ce que vous aurez sur la plateforme. En fait, la conservation de l'original, c'est vraiment si, sur le terrain de la preuve, on vous demande à pouvoir fournir l'original. Donc, vous le conservez dans un tiroir en feuille volante, vous le restituez au client. C'est vrai que ça peut être pas mal aussi en termes de gain de place, notamment, je sais que beaucoup le font. Vous conservez juste la démat et pour les originaux, pour les registres papier, vous restituez tout au client. Comme ça, ça vous libère de la place. Donc, vous avez juste besoin de le conserver en feuille volante, pas besoin de le coucher sur le registre papier si vous l'avez ajouté sur la plateforme. Combien de temps devons-nous garder les PV signés manuscritement? Alors, dans ce cas-là, il faut les conserver indéfiniment. C'est-à-dire que à partir du moment où l'original reste le papier, vous pouvez être contrôlé sur l'original n'importe quel moment. Alors, sachant que l'administration peut revenir sur les 5 dernières années plus l'année en cours. Donc, ça fait les 6 dernières années. Au-delà de 6 ans, vous pouvez effectivement faire ce que vous souhaitez en théorie, mais nous, on vous conseille quand même de les conserver, voilà, que ce soit pour un suivi, que ce soit pour en cas de litige entre les associés, etc. Sarah, tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais voilà, c'est 6 dernières années, mais on vous conseille de les conserver quand même indéfiniment. Tout à fait. Vas-y. Alors, concernant les relations avec Infogreffe, vous dépendez d'Infogreffe, vous avez un partenariat avec eux, vous êtes une filiale. Donc, nous sommes une filiale d'Infogreffe. Donc, c'est pour ça que vous pouvez bénéficier notamment des CABIS moyennant l'achat de crédit en amont. Et c'est pour ça également que nous pouvons vous garantir la pérennité de la solution dans le temps qu'on évoquait au début. Je sais que généralement, les clients, quand ils ajoutent des volumes de sociétés assez importants, ils aiment bien savoir que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, la solution elle existera toujours. Donc, ça vous assure voilà, tout ce qui est pérennité, tout ce qui est sécurité, puisque les clouds sont souverains. Et généralement, nos clients indiquent à leurs clients qu'ils ont choisi la solution d'Infogreffe pour la tenue des registres. C'est vrai que tout le monde connaît Infogreffe, hein, il y a ce petit côté institutionnel qui rassure. Donc voilà, au niveau des liens entre Infogreffe et nous, Infogreffe est la holding et nous sommes la filiale. Alors, on peut souscrire que pour les assemblées. Oui, tout à fait. Ce qui est important de savoir au niveau de la plateforme, c'est que nos modules sont une suite logique. C'est-à-dire que vous ajoutez le PV, vous faites l'AG, vous ajoutez le PV sur la plateforme, ensuite vous venez passer le mouvement de titre en question. Donc c'est une suite logique, mais ils sont indépendants. Donc l'idée, c'est vraiment que ça réponde aux besoins de la forme juridique, que ça réponde aux besoins de la société, donc le module registre légaux obligatoire qui concerne la dématérialisation du registre d'AG, de présence des décisions,
concerne tout le portefeuille de société. Donc, si vous avez par exemple 400 SARL, ça concernera ces 400 sociétés-là. Le module registre des mouvements de titres, en revanche, lui, va surtout concerner les SAS, les SA, même si on a quand même beaucoup de clients qui s'en servent comme outil de pilotage, notamment dans les SARL quand on a beaucoup de mouvements de titres. Ça vous permet de venir les piloter. Mais c'est vrai que voilà, généralement, module registre d'AG pour tout le portefeuille et module titre pour les SAS et SA. Même pour les SCI, je me permets de compléter, pour les SCI, on a de plus en plus de clients qui utilisent ce module pour gérer les parts sociales des SCI parce que le fait de tenir un registre de parts sociales à valeur légale permet notamment de ne pas faire signifier par huissier des cessions de parts sociales. Parfois, il est nécessaire de faire signifier par huissier des cessions de parts sociales. Et voilà, et le fait de tenir un registre à valeur légale de parts sociales permet d'éviter cette signification par huissier et donc de faire une économie de coûts assez importante. Et donc, juste pour répondre aussi toujours à cette même question, peut-on souscrire que pour les assemblées? Au niveau de la facturation, c'est totalement indépendant et donc vraiment, vous aurez une quantité de sociétés par produit. Donc, pour le produit des registres d'assemblée générale et pour les titres. Peut-on reprendre l'historique des mouvements de titres comme pour les AG? Alors oui, c'est même davantage conseillé de reprendre l'historique des mouvements de titres. Comme ça, en fait, la table de capitalisation vous permet vraiment de sortir quasi instantanément l'actionnariat de 2015, de 2016, de 2018. Quand vous pouvez dater la table de capitalisation à la date que vous souhaitez et ça ressort l'actionnariat avec tous les associés qu'il y avait à ce moment-là, etc. Donc, on conseille davantage de reprendre l'historique sur les titres que sur les AG, d'ailleurs. Parce que sur le registre des mouvements de titres, en fait, vous allez vraiment pouvoir vous débarrasser du registre papier. Si vous reprenez depuis la création, en termes de validité juridique, il n'y a plus de question de signature électronique, de signature manuscrite, puisque c'est de l'ancrage en blockchain. Donc, si vous reprenez depuis la création, l'énorme avantage pour le registre des mouvements de titres, c'est que vous vous débarrassez totalement du registre papier. Là où, comme on l'a déjà vu, pour le registre d'AG, ce qui est signé de manière manuscrite doit être conservé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les coûts pour nos cabinets? Alors, le coût dépend vraiment du besoin de votre cabinet. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure pour, par exemple, une cinquantaine de dossiers, mais ça peut être, si vous en avez plusieurs centaines, voire milliers, n'hésitez pas à nous faire une demande. Pour que vous ayez une offre vraiment dédiée à votre cabinet, il faut qu'on sache combien de sociétés vous souhaitez dématérialiser et pour quel module. Donc, un nombre de sociétés pour les titres et un nombre de sociétés pour les registres de décision et de délibération. Et comme ça, on pourra vraiment vous faire une offre avec la remise du webinaire, donc de 15%. Alors, prochaine question. À quelle date faut-il faire signer le PV? Comme vous avez l'habitude de le faire quand vous étiez sur le papier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, rien dans les textes ne vient nous dire qu'un PV doit être signé tant de temps après la tenue de l'AG. Donc, comme vous aviez pour habitude de le faire sur le papier, ce qui est quand même intéressant avec la signature électronique, c'est que généralement, la signature intervient de manière beaucoup plus rapide. Donc, une fois que vous avez rédigé le PV, vous l'envoyez pour signature à votre client et une fois que vous le réceptionnez, signé, là, vous allez venir l'intégrer sur la plateforme. Que se passe-t-il en cas d'erreur dans un PV constaté a posteriori? Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, le décret de 2019 est assez intéressant à ce niveau-là. En fait, en cas d'erreur, techniquement parlant, vous ne serez pas bloqué pour modifier en fait un PV qui aurait été dans le registre. Alors, vous restez responsable du contenu du registre, c'est très important, mais techniquement parlant, vous ne serez pas bloqué. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup à nos utilisateurs et qui permet d'éviter les différentes erreurs, etc. Alors, peut-on rectifier si on se trompe dans la mise à jour du registre des mouvements de titres? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous ajoutez un mouvement sur la plateforme, dans un premier temps, le cadenas sera rouge. Tant que vous n'aurez pas ancré le mouvement en blockchain, le cadenas restera rouge. Et donc, si vous avez besoin de faire des modifications, vous pouvez tout à fait venir modifier, si vous êtes trompé sur le titulaire, le bénéficiaire, la quantité, vous pouvez venir le modifier. La date d'ancrage n'a aucune importance. Donc, l'ancrage, en fait, c'est ce qui va lui donner une valeur définitive.
la date d'ancrage n'a pas d'importance, donc vous pouvez laisser les cadenas avec une couleur rouge et venir ancrer une fois tous les 6 mois, une fois par an, quand on vous demande le registre finalement. Et même si vous avez ancré le mouvement et que vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours venir passer le mouvement rectificatif inverse. C'est ce qu'on était normalement censé faire quand on était sur le registre papier. C'est-à-dire que si vous avez passé une ligne et que vous êtes trompé, ben vous venez passer une nouvelle ligne qui va venir inverser le mouvement pour que ce soit neutre. Ben, en démat, c'est la même chose. Si vous vous êtes trompé et que vous avez ancré le mouvement, vous allez passer une nouvelle ligne. Admettons, vous avez attribué 10 titres à un associé, mais il ne fallait pas. Eh ben, vous allez venir récupérer ces 10 titres pour que ce soit neutre. Mais à qui dois-je l'envoyer? De toute façon, vous avez la possibilité de travailler en format brouillon. Donc, il faut laisser les cadenas rouges et venir ancrer quand vous avez besoin du registre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique que quand on était sur le papier, où souvent sur le papier, ben, comme je le disais, il y avait beaucoup de ratures, il y avait beaucoup d'incohérences, il y avait beaucoup de zones d'ombre. On venait rectifier en passant du blanc au-dessus, en réécrivant. Donc, c'était pas très propre. Donc là, ça vous permet vraiment voilà, d'avoir un registre propre et de venir donner une valeur définitive au registre quand vous en avez besoin. Comment faire une signature électronique si on est en retard, À la qui date de dois-je signature ne l'envoyer? soit pas celle de l'AG? Alors ça, c'est ce que vous disiez, Sarah. Effectivement, rien n'invalide une AG si le PV n'est pas signé à la date de l'AG. Donc un PV peut être signé plus tard, à condition, bien sûr, de pouvoir justifier de la présence de tous les associés le jour J. Donc pour ça, il faut faire signer une feuille de présence. À partir du moment où la feuille de présence est signée, eh bien, tous les associés ne sont pas obligatoirement, n'ont pas la nécessité de signer le PV. Voilà, ça peut être que les personnes responsables. Donc après, le PV peut être signé plus tard, donc pendant l'année. Alors, Donc le coût, on en a déjà parlé. Donc, n'hésitez pas à nous Ça, faire un mail pour pouvoir avoir l'estimation. Alors, dans le cas où le client prend lui-même son abonnement AxioCap, il peut ouvrir l'accès au cabinet. Donc, oui, tout à fait. Il peut très bien ouvrir son compte et puis inviter l'expert comptable, l'avocat, enfin le mandataire, pour qu'il puisse venir passer des écritures. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt l'habitude de travailler dans le sens inverse. C'est plutôt le mandataire qui va venir souscrire pour ses clients et qui va éventuellement venir inviter son client. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible. et ça lui coûtera minimum 49 € hors taxe si le client final passe directement par notre solution. Donc ça vous laisse quand même une marge de manœuvre en fonction du coût que vous obtenez. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de mouvement de titre à renseigner suite à un dépôt d'AG. Alors non, effectivement, on a dû faire une erreur. Si c'est le cas, je ne sais pas si c'est toi ou moi, Sarah, qui avons dit ça. Mais non, effectivement, ça n'a pas de lien. Alors, c'est peut-être quand j'ai voulu dire que les modules étaient liés dans le sens où, admettons, vous avez un PV qui vient constater une augmentation de capital, vous allez pouvoir ensuite venir passer le mouvement de titre qui vient reprendre cette augmentation de capital. Ok, merci. Le cabinet n'a pas accès à mon IDNOM de son client, donc ça peut être intéressant. Alors oui, effectivement, sachant que mon IDNOM, donc c'est effectivement le responsable légal de la société qui a accès, il a accès à un CABIS gratuit par mois. Nous, sur notre solution, vous aurez accès au CABIS, mais moyennant l'achat de crédits, des crédits qui coûteront à peu près 2,80 € hors taxe, donc le prix coûtant d'un CABIS sur Infogreffe. Mais effectivement, vous y aurez un accès directement via le cabinet, très simple, en un simple clic. Donc ça peut être quand même très, très fluide à l'utilisation et très pratique. Alors, peut-on tenir d'autres registres du type conseil d'administration, de surveillance? Donc, notre module registre légaux obligatoires vous permet de dématérialiser tout ce qui va être registre des délibérations, donc assemblée générale, conseil d'administration, conseil de surveillance, tout ce qui va être registre des décisions et registre de présence. Donc, ce qui veut dire que si dans une même société, vous avez besoin, admettons, d'un registre du conseil d'administration et d'un registre de présence, ça fait vraiment partie d'un seul module. Donc oui, vous pouvez, et en plus au niveau du coût,
ce sera la même chose. Donc c'est vous qui choisissez en fonction de la société les registres que vous souhaitez venir dématérialiser. Quand on a partagé l'écran tout à l'heure, nous, on est venu alimenter le dossier registre des assemblées générales, mais ça peut donc aussi bien être le registre du conseil d'administration, le registre du conseil de surveillance, par exemple. Alors donc le PV peut être signé après sa date. C'est vrai qu'en pratique, finalement, c'est souvent ce qui se passe, hein. Tout dépend après au niveau des clients en termes de réactivité. Mais moi, j'ai notamment des clients qui ont 150, 200 associés à faire signer sur un PV. Donc forcément, c'est pas signé ni le jour même, ni la semaine même. Après, forcément, plus tôt on fait signer, mieux c'est, hein. C'est effectivement bien de pouvoir mettre en place une certaine rigueur pour que ce soit signé le plus rapidement possible. Mais pas de date en tout cas exigée. Ça prend du temps à rédiger. Il faut le temps de rédiger le PV, le temps de l'envoyer aux associés. Donc voilà, le PV n'est pas forcément rien n'invalide l'AG si le PV n'est pas signé le jour J. On peut rectifier le registre des AG de la même façon si on a copié le mauvais PV. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez la possibilité de le modifier. Alors, nous n'avons pas de partenariat avec Polyact. En revanche, cela n'empêche pas qu'on ait énormément de clients en commun. Donc très souvent, le registre de titres sur Polyact n'a pas de valeur juridique en démat, donc il vous faut le tenir en papier. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de clients de chez Polyact qui viennent chez nous pour tenir les registres d'Assemblée Générale et les registres de titres. En revanche, on a des connexions avec d'autres solutions comme par exemple JuryAct, peut-être que vous les connaissez, où là en fait vous rédigez votre PV directement sur la solution JuryAct et en un simple bouton, le PV est envoyé directement dans la bonne société, dans le bon sous-dossier à la bonne date, donc il se place automatiquement à la bonne date sur le registre. Donc vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est de cliquer sur le bouton envoyer le PV sur mon registre. Donc c'est assez pratique. Si le PV peut être signé plus tard, y a-t-il un délai maximal et quel est le rôle de l'horodatage? Non, il n'y a vraiment pas de délai qui est imposé par les textes. Donc après, il faut que ce soit un délai raisonnable hein, quand même. On va pas faire signer 1 an et demi après. Mais voilà, pas de délai imposé. Concernant l'horodatage, en fait, l'idée de la signature électronique avancée, c'est surtout qu'il y ait une authentification du signataire. C'est vraiment le rôle de la signature électronique avancée, c'est de pouvoir identifier le signataire, comme on le disait, à travers un code, à travers un mot de passe qu'on recevrait par mail, par SMS. Donc c'est vraiment l'idée du règlement eIDAS en imposant cette signature électronique avancée, c'est l'authentification de la personne qui signe. L'horodatage, finalement, est là, mais le principal, c'est vraiment l'identification du signataire. Alors, sur le site internet, je vois un tarif start pour 3 entreprises, 48 €. Donc oui, c'est bien 48 € le tarif pour le client final, pour une société, jusqu'à 1 à 3 sociétés. Et après, nous avons des offres en fonction des besoins des cabinets, donc des offres cabinets. On n'a pas parlé d'un coût à 40 € hors taxe par société. J'ai peut-être parlé d'un coût à 20 € si vous avez une cinquantaine de sociétés, par exemple. Mais vraiment, voilà, si vous souhaitez parler des tarifs par rapport à vos besoins, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et comme ça, on prendra le temps de vous répondre vraiment précisément en fonction de vos besoins. Alors, le registre des mouvements de titres est obligatoire dans les sociétés par action simplifiée quand la cession est faite par un acte signé. Donc oui, peu importe effectivement que ça intervienne à travers un acte. Le registre des mouvements de titres, c'est vraiment un registre qui est obligatoire pour la SAS pour venir acter le transfert de propriété. Sans registre des mouvements de titres, en fait, on ne peut pas finalement revendiquer les titres que l'on possède. Donc c'est important vraiment pour la SAS d'avoir un registre des mouvements de titres qui vient reprendre tout l'historique des mouvements qu'il y a eu dans la société.
Une autre source affirmait que la signature électronique n'était pas adaptée lorsque les signataires étaient nombreux en raison de l'eurodatage. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle précis de l'eurodatage? Alors, moi personnellement, alors bien sûr, on n'a pas la science exacte, hein, tout ça est à prendre quand même. Il faut se renseigner auprès de vos conseils, mais moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la signature électronique est tout à fait adaptée pour un nombre de signataires important. Simplement, effectivement, chaque signature sera datée à une date différente, puisque chaque associé va signer son PV à la date qu'il souhaite. Euh, donc finalement, vous aurez la date de l'AG qui sera une date précise. À cette date précise, vous avez une feuille de présence qui permet de justifier de la présence de tous les associés le jour J, donc le jour de l'Assemblée générale. Et ensuite, donc c'est une autre chose, c'est la signature du PV. Donc déjà, tous les associés ne sont pas obligatoirement, n'ont pas la nécessité de signer le PV, comme je vous le disais tout à l'heure. Seulement les personnes qui représentent la société doivent signer absolument ce PV. Mais si jamais vous souhaitez faire signer tous les associés, ils pourront les signer à des dates différentes à partir du moment où vous pouvez justifier qu'ils étaient présents le jour de l'AG grâce à la feuille de présence. Si jamais vous n'avez pas fait de feuille de présence, effectivement, le seul moyen de prouver que les associés étaient bien présents le jour de l'AG, c'est de faire signer tous les associés le PV. Et là, dans ce cas-là, par contre, il faut que ce soit daté au jour de l'AG, puisque ça justifiera de leur présence le jour de l'AG. Voilà. C'est vraiment deux notions différentes et c'est quand même important de respecter ça. Alors, donc il y a un module AG décision et un module gestion des titres. Tout à fait, exactement. Donc on a le module registre légaux obligatoires qui correspond effectivement aux AG, au registre des décisions, et un module gestion des titres qui correspond au registre des mouvements de titres, aux ODM, aux CERFA, aux comptes d'actionnaires, table de CAPI, donc vraiment voilà, une gestion des titres complète. Et l'idée aussi au niveau des estimations, si vous souhaitez une estimation gratuite, c'est de nous indiquer, comme le disait Thomas tout à l'heure, un volume en fait par module, puisque vous avez vraiment la possibilité de choisir. Si vous avez par exemple un peu moins de SAS, admettons, ça pourrait être 400 sociétés pour le module registre d'AG et 200 pour le module titre, par exemple. C'est vraiment vous qui choisissez en fait le volume par registre en fonction du portefeuille de sociétés que vous avez. Est-ce qu'il y a plus de SAS? Est-ce qu'il y en a moins? Voilà, c'est vous qui décidez. Oui, mais si la feuille de présence doit être signée le jour J, pourquoi le PV serait signé plus tard? Bien, tout simplement parce que la feuille de présence permet de justifier la présence des associés et le PV, il faut ensuite le temps de le rédiger, il faut le temps de l'envoyer aux différents associés, il faut que les associés le reçoivent, le signent, le renvoient, etc. Tout ça prend du temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la feuille de présence et la signature du PV, qui sont deux choses différentes. Sachant que la signature de la feuille de présence n'est soumise à aucune norme aujourd'hui. Donc vous pouvez très bien la signer en signature électronique simple, sans eurodatage, ce qui permet aussi, voilà, une fois de plus, d'avoir une grande flexibilité, ce qui n'est pas le cas pour le PV. Si vous souhaitez signer le PV en électronique, il faut que ce soit une signature avancée en électronique, donc là, il y a un eurodatage. Voilà. Oui, de toute façon, voilà, vraiment au niveau du décret, hein, au niveau de la réglementation, il faut vraiment que vous soyez sur cette signature électronique avancée qui vient authentifier la personne qui signe à travers un code, plus vous avez également l'horodatage. Donc ça, de toute façon, voilà, l'horodatage fait partie de la signature électronique avancée. Donc vous, de votre côté, vous avez juste à vous dire, il me faut un prestataire qui réponde bien à cette signature électronique avancée, mais généralement c'est déjà le cas, hein. Vous avez déjà à peu près tous Je signe expert, qui est la solution de l'ordre, YouSign, DocuSign. Vous avez juste à vous équiper d'un prestataire de signature électronique avancée et à faire signer les procès-verbaux à travers ce prestataire-là. Et au niveau des dates, peu importe quand vous faites signer, il y a une tolérance de l'administration fiscale, il n'y a rien d'imposé dans les textes. Donc, vous faites au mieux en essayant effectivement d'envoyer les PV aux clients pour qu'ils puissent vous les retourner signés et que vous puissiez les intégrer sur la plateforme. Et oui, la signature de la feuille de présence peut tout à fait rester manuelle, donc vous pouvez la signer à la main le jour de l'Assemblée générale. Alors, je pense qu'on arrive à la fin, mais effectivement, oui, très très bonne question. Et cette exigence de signature électronique avancée, elle n'est valable que pour les procès-verbaux, hein. Sur la feuille de présence, vous pouvez utiliser la signature que vous souhaitez, électronique avancée, simple, qualifiée, voilà, peu importe, manuscrite.
Alors, Tout à j'espère qu'on fait. a pu répondre à toutes vos questions. De toute façon, vous avez nos mails, donc on va pouvoir rester en contact. Vous envoyer également des estimations gratuites si vous voulez avoir une idée du coût de la dématérialisation. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous transmettez également un mail, on reste à votre disposition avec Thomas. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des choses et que c'était clair. Oui, merci à tous pour votre attention. Vous êtes restés jusqu'au bout, donc merci infiniment. Voilà, on reste disponible par mail, par téléphone aussi, mais je crois pas qu'on vous ait donné nos téléphones. Vous les aurez plus tard peut-être. Si vous avez des questions ou d'autres, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci infiniment et on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir.